Bonjour, donc bienvenue pour cette session annuelle du Croc Futur consacrée au Global Risk Report de l'année en cours. Donc le Global Risk Report, c'est un rapport annuel qui est publié par le Forum économique mondial, qui est présenté chaque année au mois de janvier lors du Forum économique de Davos. Donc là, il y a un petit délai, parce que notamment comme c'est publié en anglais, il faut quand même le temps de le lire, d'essayer de le traduire, de le comprendre et de l'analyser. Donc je vais d'abord donner 2-3 mots de rappel sur donc le Forum économique mondial et le Forum de Davos. Donc en gros, c'est le Forum économique mondial, donc c'est une ONG, une organisation non gouvernementale de droit suisse. Et sa mission, c'est un peu de fédérer des leaders d'opinion à l'échelle mondiale. Et l'idée, c'est de promouvoir un capitalisme des parties prenantes. Donc l'idée, c'est de favoriser le dialogue entre les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile. C'est également de diffuser au sein des chefs d'entreprise des valeurs un peu qui sont assez proches des responsabilités sociales et économiques. Et donc l'idée un peu que par le dialogue, par la sensibilisation, par la production d'études ou de connaissances communes, on pourrait faire évoluer les choses et entre guillemets, même si le terme n'est pas dit comme ça, moraliser finalement le capitalisme et sortir un peu des logiques de pure financiarisation ou de court terme. En tout cas, tout ça est décrit dans un manifeste de Davos et guide un peu la logique de fonctionnement de cette fondation. Du coup, le Global Risk Report, c'est un projet qui a été lancé en 2004 et le premier rapport a été publié en 2006. Donc on commence à avoir une vingtaine d'années de recul sur comment, en tout cas, les experts du Forum économique mondial voient les risques systémiques, les risques globaux à l'échelle mondiale et leur évolution. Donc du coup, les risques globaux, l'idée c'est qu'on ait une perspective à l'échelle mondiale et c'est des risques qui peuvent, par leurs effets, finalement impacter le PIB mondial, les populations, les sociétés, le fonctionnement un peu global du monde dans des proportions significatives. Leur définition est très courte, elle tient en une phrase. C'est vrai qu'il y avait eu au début des tentatives plus complexes pour approfondir cette définition, mais finalement ils sont restés sur cette définition assez simple et assez englobante. Je précise aussi que sera mis en ligne un diaporama dans lequel vous aurez beaucoup plus d'infos que ce que je vais dire à l'oral, notamment les définitions précises des risques globaux, les définitions qu'il y avait dans les premières éditions, qui précisent aussi la dimension systémique des risques, différents critères d'appréciation, etc., qui ont été abandonnés depuis, mais qui sont quand même intéressantes d'avoir en tête pour mieux cerner le souci, pour mieux cerner cette notion de risque. Autre rappel que vous avez également dans le diaporama, c'est la méthodologie du Global Risk Report, donc qui s'est stabilisée, on va dire, à partir de 2009. Donc il combine deux sources d'information. La première source d'information, c'est une enquête auprès des leaders d'opinion mondiaux, qui s'appelle le Global Risk Survey, donc l'enquête sur les risques globaux. Donc là, cette année, il y a un peu plus de 900 personnes qui ont répondu. Beaucoup d'acteurs du monde économique, mais aussi des acteurs de la société civile, d'institutions internationales ou d'États. Une majorité d'hommes, évidemment, beaucoup d'Européens, mais même s'ils essayent d'avoir une représentativité à l'échelle mondiale. Ils n'expliquent pas tellement comment le panel est constitué ou qu'est-ce qui fait que les gens répondent ou pas. Voilà, mais bon, du coup, on comprend quand même, au vu aussi de la logique du Forum de Davos, que c'est plutôt l'idée d'aller toucher des leaders d'opinion qui sont plutôt interrogés en tant qu'experts. Alors, c'est ce qui est mis. Je pense qu'aussi plutôt aussi en tant que leader d'opinion, que porteur d'intérêt aussi. Parce que c'est un peu les parties prenantes, les porteurs d'intérêt aussi dans la logique de Davos, qu'on va faire s'exprimer en fait sur leur représentation vis-à-vis des risques qui peuvent impacter le monde dans l'année qui vient, dans les 2 ans ou dans les 10 ans. Et on les interroge principalement sur ce qu'ils appellent la severity en anglais. Donc en gros, c'est plutôt l'impact ou en quoi le risque, s'il se manifeste, peut vraiment bouleverser ou impacter la situation mondiale. Avant, ils faisaient probabilité et impact, et ça fait quelques années qu'ils demandent juste cette notion d'impact avec ce terme de severity, qui permet aussi d'avoir finalement un seul critère, entre guillemets, de classement des risques. Et après, il y a des questions complémentaires sur un peu les outils un peu de régulation, de gouvernance qui seraient intéressants de mobiliser pour faire face aux risques. Et puis il y a également des questions sur la perception de la situation mondiale aux différents horizons, pour vous faire très simple. Et l'autre élément de documentation des risques, évidemment, c'est une mobilisation de groupes d'experts, de focus group d'experts, et un peu une forme de revue de littérature qui est portée par le Forum économique mondial, qui vise justement un peu à objectiver
les connaissances actuelles et prospectives sur les risques étudiés. Donc vous voyez que c'est aussi notre source d'inspiration pour le rare. On retrouve un peu les deux grandes balises méthodologiques, même les trois grandes finalement. Enquêter, documenter, rendre compte dans un rapport, mettre en débat également lors du forum de Davos. Donc vous voyez que voilà, c'est vraiment notre source d'inspiration pour le rare. Du coup, dans la présentation du... Fred, pardon. Normalement non, mais pourquoi? Ben justement, ce n'est pas très détaillé en tout cas dans le rapport. Du coup, il montre, alors vous l'aurez dans le support, mais il y a un petit graphique qui montre un peu les grandes caractéristiques des répondants de l'année. Du coup, voilà, donc ce que j'avais mis, voilà, principalement 36% des chefs d'entreprise, 12% issus d'institutions internationales, 13% de la société civile, 19% du monde académique, 17% qui représentent des gouvernements, voilà, ou des États, 4% autres. Voilà. Et sur les zones géographiques, c'est 40% Europe, 16% Amérique du Nord, 12% Amérique latine. Voilà, après c'est un peu les autres continents. Mais après, il n'y a pas de détails plus précis sur la nature, par exemple, des chefs d'entreprise interrogés ou des leaders d'opinion des différentes sphères interrogées. Et on a eu 909 réponses jugées recevables. A priori, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont fait plus de tri que les autres années, notamment pour essayer d'éliminer potentiellement des réponses, soit des gens qui auraient répondu plusieurs fois, soit des réponses qui auraient pu être générées par de l'intelligence artificielle. Ils expliquent ça. Enfin, ils ont mis des filtres, en tout cas, ce qui fait qu'il y a moins de réponses cette année. Ils ne le disent pas clairement, mais je pense que c'est notamment parce qu'ils ont fait vraiment ce travail de filtrage et d'élagage qui ne faisait pas forcément autant les années suivantes. Voilà. Autre précision sur l'enquête, hein, elle est conduite chaque année, en fait, l'année précédente. Donc, là, elle a été conduite entre avril et août 2004. Normalement, c'est à l'automne qu'ils la font. Je revérifierai que je ne me sois pas trompé quand j'ai conçu mon support. En tout cas, elle a été conçue voilà, plutôt à été-automne 2024. Et donc, du coup, elle ne tient pas compte, par exemple, de l'élection de Donald Trump ou de plein d'événements qui ont eu lieu depuis. Donc, on vient capter, là aussi, le rapport, il sort en janvier, on vient capter la représentation des leaders d'opinion quelques mois avant la sortie du rapport. Donc là, vu l'accélération de l'actualité internationale, c'est important de le souligner particulièrement cette année. Il y a 33 risques qui sont étudiés, enfin qui sont proposés dans l'enquête et étudiés dans le Global Risk Report. La liste, là, elle est très très stable par rapport à celle de l'an dernier. Il y en a eu 2 qui ont été supprimés, quelques-uns qui ont été fusionnés. Et dans les créations de risques de l'année, on en a un nouveau, qui est le risque de cybermalveillance, donc y compris les questions de cyberharcèlement, etc., au regard voilà, des impacts croissants d'Internet ou de la malveillance sur Internet vis-à-vis, y compris des individus et les impacts sur la santé mentale, etc. Voilà, on a bien sûr des familles qui sont vastes. Alors, je vais vous les présenter à partir de ce qui est à la fin du rapport là, de cette année, qui est un peu le panorama d'évolution de la représentation des risques depuis un peu le début de la démarche de Global Risk Report. Donc, en gros, les risques environnementaux, donc, dans la liste, hein, c'est vraiment très focalisé sur les risques environnementaux causés par l'activité humaine, la question du changement climatique et de ses impacts principalement. Il y a également la question des pollutions. Il y a également la question de l'effondrement de la biodiversité des écosystèmes là, qui est apparu il y a une petite dizaine d'années, qui tient vraiment maintenant le haut du pavé également, ça c'est intéressant. Et on voit que ces risques, au tout début de la démarche, ils étaient plutôt au milieu, voire à la fin du classement. Et puis, depuis une dizaine d'années, ils sont vraiment au sommet du classement constamment, notamment sur le long terme, et avec vraiment notamment les risques liés au changement climatique, les impacts du changement climatique. La biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, là, qui depuis 2020-2021 est aussi vraiment dans le trio de tête. Et puis, la question des pollutions. Il y a également les pénuries de ce qu'ils appellent ressources naturelles. En fait, c'est l'eau et l'alimentation. Donc vraiment, voilà, tout ce bloc-là qui est vraiment au sommet depuis 10 ans. La problématique géopolitique et notamment les conflits internationaux qui restent aussi, pas forcément dans le trio de tête, mais vraiment quand même dans la tête du classement depuis le début, avec un peu des variations en fonction de l'actualité internationale. Donc autant dire que ces dernières années, c'est plutôt très haut voilà, c'est au plus haut, on va dire. C'est les conflits internationaux, c'est aussi ce qu'ils appellent les tensions géoéconomiques.
Donc notamment les guerres commerciales, un peu les grands blocs géoéconomiques là, qui commencent à s'isoler avec le bloc russe, le bloc chinois, les sanctions commerciales, etc., qui font pleinement maintenant partie des outils géopolitiques mobilisés par les États dans leur stratégie de rivalité. Ce qu'ils appellent les risques sociétaux, alors pareil, c'est un champ qui est très très large, ça peut inclure les pandémies, la polarisation des opinions au sein des sociétés, le recul de la démocratie, etc. C'est vraiment aussi les questions de pauvreté, d'inégalité, de manque de perspective d'ascension sociale au sein des sociétés, le chômage, etc. Donc c'est vraiment un ensemble qui est très vaste. Pareil, ils sont depuis longtemps aussi régulièrement au sommet. Par contre, là, j'ai mis 2 courbes parce que c'est souvent il y a un peu des thématiques qui peuvent varier d'une année à l'autre. Par exemple, pendant le Covid, c'était beaucoup la question de la pandémie, évidemment. Là, c'est beaucoup les questions du manque d'opportunités d'ascension sociale, la problématique du chômage, la problématique de la polarisation des opinions au sein des sociétés, et donc un peu la montée des tensions sociales associées à tout ça, qui tient plutôt le haut du pavé. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que les risques économiques, qui au début, le premier Global Risk Report, c'est 2006, après il y a eu la crise de 2008, etc. Puis voilà, à l'origine du projet, c'était quand même très centré sur l'économie. On voit qu'au début, ils tenaient vraiment le haut du pavé, et puis depuis, ils sont de plus en plus bas, en tout cas dans le classement. Et on voit bien, vu que notamment les risques, c'est un peu la courbe inverse des risques environnementaux finalement. Et puis il y a aussi ce qu'ils appellent les risques technologiques, mais alors il ne faut pas du tout les confondre avec nos PPRT, là, nos plans de prévention des risques technologiques. Là, c'est vraiment plutôt l'impact des technologies émergentes. Alors déjà, le tableau des risques, il a beaucoup évolué depuis le début. Au début, il parlait presque des ondes électromagnétiques et des nanotechnologies et des nanoparticules. Bon, ça, les nanoparticules, je ne dis pas que le risque a disparu. Mais de plus en plus, c'est vraiment là beaucoup la montée des impacts non régulés de l'intelligence artificielle et puis des technologies informatiques, genre l'ordinateur quantique et tout ça. Il y a les dérives également potentielles des biotechnologies. Ils ont évoqué également la géo-ingénierie. Et donc là, on voit que la courbe, elle est quand même globalement orientée vers le haut, et que même ils qualifient ça à un moment dans les rapports de forces structurelles. C'est l'une des forces structurelles qui guide un peu la dynamique d'évolution des risques, notamment la question de l'intelligence artificielle, qui a vraiment des effets dominos, notamment sur les risques sociétaux, le recul des libertés, la censure, la surveillance des individus, la polarisation des opinions, etc. Voilà, donc ça, c'était pour introduire un peu les familles de risques. Et maintenant, on va rentrer plutôt dans les détails, des résultats. Vous avez les 33 risques là, du Global Risk Report 2025. Alors, c'est vrai que dans le rapport, ils mettent beaucoup en avant le classement. Voilà, avec vraiment comme un classement, enfin comme un palmarès je sais pas, du Festival de Cannes ou autre. Mais du coup, sur le site internet du Forum de Davos, il y a aussi une data visualisation des notes mises par les personnes qui ont répondu à l'enquête. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de vous présenter les notes que le classement, parce que notamment, on voit que l'écart, finalement, des fois, voilà, il y a par exemple énormément de risques. Il y en a 5 ou 6 qui sont par exemple à 3,8. Il y en a pas mal qui sont à 4,1, 4,2. Donc en fait, on voit finalement que quand on regarde le classement, on a vraiment l'impression qu'il y a une hiérarchisation très forte. En réalité, on voit qu'on a plutôt des paquets de risques qui ont vraiment des notations très proches, voire équivalentes. Et du coup, je trouve que ça donne un panorama beaucoup plus riche et un peu plus complexe de l'opinion, en tout cas des leaders d'opinion interrogés. En tout cas, on voit que la note, ça va de 1 à 7 par rapport à ce niveau de sévérité du risque qui est évalué. Et on voit que globalement, à part les 3 derniers, tous sont au-dessus de 3,5, donc de la note moyenne. On monte jusqu'à 4,7 pour fausses informations et désinformations. Voilà, donc on a quand même déjà un niveau d'inquiétude sur la situation à court terme qui est forte. Je vous livre aussi la réponse à la question, les risques qui sont jugés les plus inquiétants dans l'année par rapport aux répondants de l'enquête qui ont répondu à l'automne 2024. C'était sans surprise les conflits armés impliquant des États à 23%, les événements climatiques extrêmes 14%, et les confrontations géoéconomiques, guerres commerciales, etc. à 8%, et les problématiques de désinformation également à 7%. Après, si je passe vraiment sur l'analyse des risques plutôt à 2 ans, notre court terme, en fait, on a un peu 3-4 paquets là, qui ressortent. Il y a un peu un paquet autour de la montée des tensions internationales, les conflits armés impliquant les États, les confrontations géoéconomiques, notées à 4,1, les conflits armés, c'est 4,6.
On a également des problématiques de violence interne aux États, qui est noté à 3,7, qui est plus bas, mais qui est quand même également important. On voit aussi qu'il y a un peu des questions d'effet domino, d'interaction avec les risques qu'ils appellent liés aux dérives des technologies émergentes. La question de la désinformation, là, donc, qui peut renvoyer à des campagnes de manipulation des opinions portées aussi par des États. La question du cyberespionnage, de la cyberguerre, voilà, qui est aussi une composante maintenant des conflits modernes, les cyberattaques portées par des États ou des groupes terroristes, par exemple. Voilà, la cybermalveillance, voilà, donc qui sont aussi un peu dans ce paquet-là. On a également toute la problématique de la montée des activités économiques illégales ou criminelles, qui vient un peu aussi s'inscrire dans ce panorama, voilà, donc, qui est à 4.1. Donc un peu tout ce paquet, voilà, autour des tensions internationales. On a également la dégradation de la situation politique interne aux États et des perspectives d'ascension sociale au sein des sociétés. Voilà, avec là encore la problématique de la polarisation des sociétés ou des opinions qui est à 4,6, donc qui est quasiment voilà, dans la deuxième note la plus élevée. Toujours ces questions de désinformation, la question des inégalités de revenus ou de richesse, 4,2. La question des reculs des libertés, des droits fondamentaux au sein des États, avec là encore des interactions fortes avec ces dérives de l'intelligence artificielle ou des usages du numérique pour la surveillance. Manque de perspectives économiques et chômage, 3,9. Voilà, les questions aussi de retournement de la conjoncture économique, 3,8. Manque de services publics et de protection sociale, 3,8. Donc voilà, un peu tout ce paquet sociétal. On a bien sûr aussi la dégradation de l'environnement et tous les impacts du changement climatique. Événement climatique extrême qui vient en deuxième, quasi équivalent avec les fausses informations, les désinformations. La problématique des pollutions. Et là, quand il parle de pollution, c'est vraiment l'empoisonnement généralisé du monde, hein, les PFAS, les microplastiques, etc. etc. Voilà, la déstabilisation des grands équilibres planétaires, même à 2 ans, c'est quand même noté déjà 3,9. Les pénuries d'eau, de nourriture, 3,9. Perte de biodiversité, 3,8. Et tous ces risques également se combinant pour alimenter également la problématique des migrations, des déplacements involontaires de population, des migrations involontaires de population, noté à 4,2, qui est vraiment aussi un effet domino au carrefour un peu des différents risques qu'on a vus, un temps les tensions géopolitiques, les problématiques d'événements climatiques extrêmes, ou même les tensions internes aux États, ou les manques de perspectives d'ascension sociale qui invitent aussi les gens à quitter leur pays. Ensuite, le forum de Davos, il met aussi une analyse, un peu sa propre analyse des choses. Et là, ils mettent en exergue, alors évidemment, il y a énormément de risques, hein, mais ils en mettent en exergue 3 grappes dans leur dire d'experts. Donc, ils mettent en avant les reculs, ils appellent ça les reculs géopolitiques, en tout cas, si j'ai bien traduit le terme. Bon, je ne vous fais pas le dessin de la dégradation immense de la situation internationale ces dernières années, qui ne cesse de s'aggraver. Les conflits là, qui s'enracinent au Moyen-Orient, Gaza, l'Ukraine, le Soudan. Ils disent qu'il faut toujours avoir un œil aussi sur le conflit Chine-Taïwan, qui pourrait se réactiver assez vite un jour ou l'autre. Le déclin du multilatéralisme, donc en gros les États qui cherchent de plus en plus à régler leurs comptes en bilatéral ou les médiations de l'ONU ou des grandes institutions internationales qui sont de moins en moins présentes ou efficaces en tout cas. Et puis avec plein d'effets dominos évidemment sur l'idée qu'on met plein d'argent pour se réarmer ou pour la défense au détriment potentiellement de la santé, de l'éducation ou de l'anticipation à long terme des risques émergents ou également un peu des infrastructures et services publics. Bien sûr, l'impact sur l'essor des campagnes de désinformation ou de manipulation de l'opinion orchestrée par les États, fragilisation de chaînes d'approvisionnement en matières premières ou en matériaux stratégiques, aggravation des crises humanitaires, bien évidemment, déplacement de population et baisse des moyens également alloués aux grandes institutions internationales qui gèrent les crises en question. Je vous rappelle le retrait des États-Unis de l'organisation de l'ONU qui gère les réfugiés, là, j'ai oublié son nom, mais voilà par exemple. Et donc vraiment le Forum économique mondial dit qu'il faut vraiment comme enjeu soutenir les institutions internationales qui, dans leurs actions et aussi diversifier les chaînes d'approvisionnement économiques ou autres. Deuxième logique là, que le Forum de Davos met en avant, c'est les tensions économiques à leur maximum. Bien sûr, les risques de guerre économique entre États et l'utilisation géopolitique des variables économiques, des guerres commerciales, montée des barrières douanières, qu'elles soient tarifaires, les tarifs douaniers ou non tarifaires, normes, interdictions, sanctions diverses et variées. Tout ça aussi, ça fait peser bien sûr une menace sur la stabilité économique mondiale, le problématique du retournement de conjoncture économique.
Tout ça dans un contexte également où la dette des États, mais aussi la dette des entreprises et des ménages dans certains États est très élevée. Donc tout ça faisant planer également le risque également potentiellement de nouvelles crises financières. Voilà. Et bien sûr, aussi avec également, pareil, arrêt potentiellement de moindres moyens financiers pour également la transition climatique, énergétique, etc. Et donc tout ça aussi faisant dire au Forum de Davos qu'il est très important de renforcer la résilience économique et des formes un peu d'autonomie de production à l'échelle des grands blocs régionaux, parce qu'on voit bien que la mondialisation économique est quand même un peu menacée. Et enfin, le troisième bloc de risque, mais j'en ai parlé également, que le Forum de Davos met en évidence à court terme, c'est aussi valable pour le long terme, c'est tout ce qui tourne autour de l'impact des technologies émergentes, de l'intelligence artificielle, du numérique et la polarisation des opinions et des sociétés. Il parle des faux contenus, des deepfakes, des campagnes de manipulation de l'opinion. Il parle aussi du biais algorithmique, donc aussi quand on entraîne les IA, souvent on met aussi dans le modèle tous les préjugés ou tous les biais qu'il y a dans les données qui ont servi à alimenter l'IA, avec une risque d'effet domino sur la hausse des discriminations ou de la non prise en compte des besoins ou des attentes de certaines populations ou groupes sociaux, etc. Et puis bien sûr les problématiques de la censure, de la surveillance, du contrôle des populations accrues par toutes ces technologies, et bien sûr avec des effets dominos sur les pertes de confiance vis-à-vis des médias, des institutions, des sources d'information, le recul de la démocratie, et donc l'enjeu fort d'une régulation du numérique qui est porté à l'échelle internationale, qui est porté par le Forum de Davos. Avant de vous montrer tous les risques à long terme, je vais juste vous commenter un petit peu les évolutions, parce que ça c'est super intéressant. Déjà les évolutions sur les risques à court terme que vous avez en petit bas du schéma, voilà, qui sont là, pardon, qui sont au milieu du schéma. Ce qu'on voit par rapport à l'an dernier, je regardais vraiment l'évolution de la note et non pas l'évolution du classement. Parce que vous avez bien vu que les notes sont tellement serrées que des fois, quelques pouillèmes, quelques 0,01 point d'écart, ça peut faire basculer le classement. Du coup, on voit quand même que par rapport à l'an dernier, le risque d'inflation et de retournement de la conjoncture économique sont en recul sensible. Inflation, c'est moins 0,6. Par contre, la montée des activités économiques illicites ou criminelles par rapport à l'an dernier à court terme sont en nette hausse. À la fois, c'était un des risques mis en avant par le rapport de l'an dernier, du Global Risk Report, donc on peut supposer que les leaders d'opinion le lisent et peut-être s'en inspirent. Mais on voit aussi quand même que la question des conflits armés entre États, plus 0,4, armes ou accidents bactériologiques, chimiques ou nucléaires, plus 0,3, et un risque intéressant qui est la concentration croissante des technologies ou des ressources stratégiques, voilà aussi, et plus 0,3 également par rapport à l'an dernier. Et après, en termes d'évolution, ce qui est intéressant toujours en termes de notes, c'est l'écart toujours sur l'année 2025 entre la note court terme 2 ans et la note long terme 10 ans. Là, je vous ai juste mis en exergue les risques où l'écart de note dépasse 1. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand on passe du court terme au long terme, pour l'intégralité des risques, la note long terme est supérieure à la note court terme. Donc en gros, pour l'ensemble des risques, en gros, la moyenne des réponses, c'est quel que soit le risque, on est plus inquiet sur la situation long terme que sur la situation court terme. Et après, les risques, vraiment, la progression de la représentation de la sévérité du risque est la plus importante. Bien sûr, on a en 1, perte de biodiversité, effondrement des écosystèmes, ça gagne 1,9 points dans les notations. Les conséquences négatives de l'intelligence artificielle, ça gagne 1,8 points. C'est presque dans les bas du classement court terme, ça se trouve bien en haut dans le long terme. Conséquences négatives des autres technologies émergentes, notamment les biotechnologies ou la géo-ingénierie, presque équivalent. Déstabilisation critique des grands équilibres planétaires, voilà, presque 1,7 de hausse. Pénurie d'eau, d'alimentation, de nourriture. Événements climatiques extrêmes. Cette question de concentration croissante des ressources et des technologies stratégiques, qui gagne 1 dans les notations entre le court terme et le long terme. Et la question des inégalités. Donc c'est quand même intéressant là aussi de voir là, ces progressions. Et là, je vais vous montrer maintenant les notes long terme. Et si j'arrive à accrocher le machin. Voilà. Je suis pas très vieux. C'est bon. Donc là, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'échelle du graphique, c'est la même que sur le court terme. Donc vraiment, on voit à chaque fois les notes qui augmentent. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait quelques risques qui étaient à moins de 3,5, voire même qui étaient à moins de 3,
Là, la note la plus basse, c'est 3,9. C'est pour les risques, les catastrophes naturelles non liées au climat, genre les séismes, les tsunamis, tout ça. Mais qui, même celles-là, elles sont sujets plus sévères à long terme. Il faut aussi penser, voilà, il y aura plus de population, moins de moyens pour faire face, peut-être plus aussi de population exposée, donc ça peut se comprendre. Hein. Et là, on voit vraiment que le classement, là, il est complètement... les 4 premières places, c'est les risques liés au changement climatique, à l'environnement, aux pollutions, à l'effondrement de la biodiversité, pardon. On voit ensuite qu'on a très vite fausses informations, désinformation, conséquences négatives de l'IA, inégalité, polarisation des sociétés, cyberguerre, cyberespionnage, on a les migrations, les conflits armés. Vous voyez qu'on a quand même vraiment, voilà, toujours tous ces risques-là très inquiétants. Donc, si je retrouve juste mes petites analyses, et on approche de la fin. Du coup, là, si on regarde un peu le graphique, pareil, on a un peu 3 grandes grappes. Là, si on lit le graphique, là, un peu en tout cas l'analyse qu'on peut en faire, nous. Du coup, on voit vraiment que la question de la perturbation des grands équilibres planétaires et les effets dominos associés, changement climatique, événements climatiques extrêmes, écosystèmes qui s'effondrent, pénurie d'eau, impact des pollutions, etc., voilà, est complètement en tête du classement. On retrouve bien sûr cette question de la montée des tensions internationales et la hausse des conflits armés, voilà, qui même si c'est beaucoup plus bas dans le classement, on voit quand même qu'on a des notes qui sont quand même élevées, on est à 5 sur 7 en termes d'échelle de sévérité sur les conflits armés, 4,7 sur les confrontations géoéconomiques, 4,6 sur le risque d'usage des armes ou qu'il y ait des accidents nucléaires, bactériologiques ou chimiques, par exemple, avec bien sûr aussi tout ça étant aggravé voilà, par les effets pervers du numérique. C'est un peu la même analyse que tout à l'heure. On a également toujours cette dégradation de la situation politique et sociale au sein des États, des sociétés. Voilà, les inégalités, les polarisations des opinions, le manque de perspectives d'ascension sociale, le chômage, le recul des droits fondamentaux, et puis toujours ce paquet là autour du numérique, de la cybersurveillance, de la désinformation, des manipulations d'opinion là qui alimentent un peu tout ça. Et puis la problématique des migrations, déplacements involontaires de population qui est également très haut, et voilà, qui peut être aussi un peu un effet domino général de tout ça. Et puis sans parler, bien sûr aussi des questions économiques qui sont plus en bas du classement, même si on a cette question de la concentration des ressources et technologies critiques qui est très haut, hein. Activités économiques criminelles ou illicites là, qui prolifèrent également sur la montée de la pauvreté ou le recul des États, qui est également très haut. La dette qui est également finalement à 4,6, c'est quand même, même si en termes de classement c'est au milieu, en termes de notes c'est également élevé quoi, finalement. Voilà, qui reste aussi une forme de préoccupation. Et du coup, sur l'analyse du forum de Davos, vraiment que les experts de Davos font, pareil, ils disent vraiment en 2035 le point de non-retour. Donc ils alertent vraiment, déjà comme l'an dernier, hein. L'an dernier c'était le 2035, à long terme on va avoir dépassé les limites, là on va avoir dépassé le point de non-retour. Donc vraiment des alertes très sérieuses hein, sur la sécurité du monde à 10 ans, enfin sécurité au sens global du terme, y compris environnement, éco, enfin de toutes les familles. Ils mettent en avant, pareil, 3 grandes grappes de risques, hein, parmi plein d'autres. Hein. Ils font un focus spécial pollution, donc changement climatique, perte de biodiversité, ils en parlent, à chaque fois ils thématisent un peu leurs analyses, donc ça ils en ont beaucoup parlé dans les rapports précédents. Ils ne l'éludent pas dans celui-là, mais ils mettent moins le focus dessus. Les pollutions, vraiment, ils font tout un panorama alors ils disent déjà, nos modes de production et de consommation insoutenables alimentent le changement climatique, les pollutions et les pertes de biodiversité. Je sais qu'on le sait tous, mais je trouve que la phrase est assez savoureuse, écrite par un document du Forum économique mondial. Il rappelle que 6 des 9 limites planétaires avaient été franchies en 2004 et qu'on a un doute de franchissement d'une 7e. Donc en gros, il n'y en a que 9, hein, donc on n'est vraiment pas loin de les avoir toutes franchies. Après, ils font un panorama des pollutions sur un peu l'air, l'eau, les sols, etc. Ils alertent vraiment, alors ils n'emploient pas ce terme, mais c'était Rachel Carson là, dans son grand essai sur les printemps silencieux qui parlait dans les années 60 d'empoisonnement généralisé du monde. Et le tableau dressé par Davos, c'est ça. Enfin, il parle des PFAS, il parle des pesticides, des pollutions chimiques, de la qualité de l'air qui est complètement dégradée, etc. Des microplastiques, de l'ensemble des milieux qui sont de plus en plus pollués. Je fais une aparté, mais voilà, il y a des recherches qui montrent que maintenant on retrouve des résidus de pesticides dans l'eau de pluie. Donc ça se diffuse complètement à l'échelle mondiale. Voilà, fin de la parenthèse, mais vraiment ils alertent beaucoup là-dessus. Et bien sûr, sur tous les effets dominos, sur le recul de la santé et du bien-être, l'aggravation des pénuries d'eau, de nourriture, l'impact sur l'agriculture, la qualité des sols, la qualité des eaux,
l'effet domino sur l'effondrement des écosystèmes ou sur l'aggravation du changement climatique. Ils appellent vraiment à des mises en place de régulation et de financement pour faire face à ces problématiques de pollution systémique à l'échelle générale. Après, deuxième alerte posée par le Forum de Davos, ils pointent le risque d'une perte de contrôle des biotechnologies avec voilà, qu'on appelle ça, les outils, la déédition du génome, la CRISPR-Cas9, qui permettent très facilement de créer en gros des organismes génétiquement modifiés, de manipuler des virus, etc. Donc évidemment, avec des technologies qui sont très simples à utiliser, avec des risques de dérive tant pour appropriation par des États voyous ou par des groupes terroristes, mais aussi, ils n'emploient pas le terme de transhumanisme, mais ils disent, en gros, ils évoquent cette thématique-là sans employer le mot. Mais en gros, voilà, des groupes qui s'approprient aussi, voilà, pour prolonger les limites ou étendre les limites biologiques, dépasser les limites biologiques de l'humanité, voilà, avec aussi des problématiques éthiques que ça pose, puis aussi des problématiques d'inégalité entre l'homme augmenté, accessible aux très riches, et puis les autres qui ne seront pas augmentés. Voilà. Et puis bien sûr, plein d'effets dominos également sur la polarisation au sein des sociétés, le risque de nouvelles pandémies ou le risque de nouvelles fractures sociales en lien avec ces biotechnologies, mais également des risques accrus de surveillance ou de cybermalveillance en lien avec le développement des interfaces cerveau-ordinateur ou cerveau-machine, par exemple. Et donc là aussi, ils appellent vraiment à la mise en place de régulation internationale de cet essor des biotechnologies. Et le troisième point sur lequel le Forum de Davos alerte, ce qui s'appelle les sociétés super vieillissantes, donc un peu le choc démographique. Donc ils disent qu'une société est super vieillissante si au moins 20% de sa population a plus de 65 ans. Ils indiquent que le Japon, la Corée du Sud, l'Italie ou l'Allemagne sont déjà dans cette situation, qu'à l'horizon 2035, à peu près l'ensemble du continent européen, que ce soit Europe de l'Ouest ou Europe de l'Est, sera dans cette situation. À peu près l'ensemble du continent asiatique, sauf peut-être l'Inde, mais notamment la Chine, aura basculé dans cette logique-là. Qu'en gros, le dernier espace ou continent qui aura encore un taux de natalité important, ça restera l'Afrique. Et que globalement, tout ça, voilà, on va au devant, notamment dans les sociétés concernées par ce super vieillissement. Ils appellent ça a perfect storm, donc une tempête parfaite, donc vraiment un alignement, une menace majeure, avec des risques bien sûr de crise systémique des systèmes de retraite et de protection sociale, où ils disent qu'en plus ça va être accru par la réorientation des dépenses publiques vers la défense, mais aussi par l'essor des petits boulots, qui s'appelle le gig economy, donc en gros c'est l'économie des petits boulots et des emplois précaires, faisant que les gens n'ont plus les capacités de cotiser suffisamment dans les caisses de retraite, parce qu'ils n'ont pas des emplois stables ou suffisamment bien payés. Ils pointent en lien avec tout ça une hausse des inégalités sociales et de la pauvreté, y compris chez les retraités. Ils donnent une stat où il y aurait actuellement, la source est dans le Global Risk Report, hein, que 20% des retraités européens sont actuellement dans des situations de pauvreté, et la perspective, bien sûr, de ce taux de retraités pauvres, bien sûr, va augmenter à l'horizon 2035, et que ça touche nettement plus les femmes que les hommes. Il parle également des pénuries de main-d'œuvre, évidemment, liées à ce super vieillissement des sociétés, y compris dans les secteurs de la santé et de l'aide à la personne, avec le risque qu'il n'y ait plus personne pour s'occuper des personnes très âgées. Ils disent par exemple qu'aux États-Unis, le nombre d'emplois dans le secteur des services et de l'aide à la personne pourrait augmenter de 44% entre 2020 et 2035. Tout cela aussi alimentant les risques de faible croissance ou de récession économique. Il parle aussi de l'enjeu de favoriser l'immigration de travail, ou l'immigration économique pour faire face à tout ça, mais que c'est un défi croissant, parce que dans les sociétés vieillissantes et donc souvent plus conservatrices, le refus de l'immigration également est plutôt en hausse. Donc là, il pointe une forme un peu de boucle de rétroaction négative dont il ne sera pas facile de se sortir. Voilà, écoute, j'en ai fini. Donc, désolé pour ce tableau assez pessimiste de la situation mondiale. Voilà.